Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Vincent Beaufils. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être avec nous, directeur de la publication de Challenge. Vous publiez Les patrons sont-ils des monstres? Cupides, mégalos, autocrates, narcissiques, mercenaires, intrigants, mais tellement performants aux éditions de l'Observatoire. C'est comme ça que vous les décrivez, hein, nos grands patrons, des stratèges. Ils sont brillants, ils sont moteurs de notre économie, ils font rayonner la France. Mais ils sont aussi, vous l'avez dit, hein, cupides et narcissiques. Ils sont un peu les deux. Il faut admettre qu'il faut tout ça pour être un bon patron. En tout cas, c'est un paradoxe parce qu'effectivement, on ne peut pas nier que les grandes entreprises françaises réussissent bien, notamment à l'étranger. On oublie de le dire très souvent, mais la France a été longtemps le contingent le plus important des entreprises européennes au sein des Fortune 500. Ça vient d'être rejointe par l'Allemagne, mais globalement, ça montrait que les entreprises françaises fonctionnaient bien. Et à côté de ça, on se rend compte que les Français ne leur reconnaissent pas ces qualités, ne le créditent pas de cela. Ce bouquin, c'est de se comprendre pourquoi effectivement, globalement, l'opinion accepte qu'ils participent à l'économie. 69% des Français sont d'accord pour le reconnaître des grands patrons. Mais quand on leur demande s'ils en ont une opinion favorable, alors que les petits patrons, c'est à peu près du même ordre, 70% d'opinion favorable, paf, ça chute à 36% pour les grands patrons. Une des clés, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, les grandes multinationales françaises ne font plus que 15% ou 20% de leur chiffre d'affaires en France. Et même souvent moins, puisque globalement, si vous voulez, on a beaucoup parlé de Sanofi récemment, notamment avec leurs investissements. Leurs 20 milliards d'investissements aux États-Unis. Mais ils n'ont plus la moitié de leur chiffre d'affaires sur le sol américain. Mais ils ont moins de 5% du chiffre d'affaires en France, mais ils ont quand même toujours 20% d'effectifs dans notre pays. Et plus on parle de Sanofi, là. Oui, on parle de Sanofi, plus du tiers de la recherche. Et je prends cet exemple-là, pas simplement parce que c'est d'actualité, mais c'est assez caractéristique des grandes entreprises du CAC 40. Donc un groupe comme Sanofi a toujours une empreinte française bien au-delà en termes d'effectifs de recherche que le poids économique de la France dans ses comptes. Et pourtant, on ne lui donne pas ce crédit-là. Alors pourquoi ça? Dans le cas de Sanofi, on ne va pas passer l'émission sur Sanofi, mais c'est sans doute parce qu'effectivement, il y a eu un patron canadien-allemand, puis anglais maintenant. Mais ce n'est pas tellement la nationalité du patron qui importe, parce qu'on a des tas d'entreprises françaises qui sont dirigées par des brillants étrangers. Je pense à AXA, par exemple. Enfin, donc, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'en fait, globalement, cette population des patrons, elle est considérée comme étant devenue mercenaire, pour reprendre un des adjectifs que je mets sur ma couverture. Ça veut dire que, alors que pendant longtemps, les patrons français qui étaient hérités d'un système, on va dire, gaulo-industriel, et là maintenant, ils sont devenus des patrons mondialisés. Et effectivement, ils sont perçus comme des mercenaires ou les qualifiés de mercenaires? Moi, je les qualifie de mercenaires parce que, bien entendu, le premier sujet dans la perception des patrons, c'est celui lié à l'argent. La France est un pays où on n'aime pas l'argent, et c'est certain que tout ce qui a été les référentiels des grands patrons est passé d'un référentiel français à un référentiel mondial. Parce qu'effectivement, ils sont les mercenaires des actionnaires. Les actionnaires les payent de plus en plus grassement. Le système des actions gratuites a été en fait un dévoiement d'un système des actions de performance, puisque la prise de risque est assez limitée. Et tout ça fait que globalement, on parle de rémunération avec lesquelles les Français ne peuvent pas tout simplement les accepter. Est-ce qu'ils les méritent? Parce que si on regarde, si on se dit que c'est 100 fois, 300 fois le salaire moyen, évidemment, d'un salarié, ça passe pas. Si vraiment l'entreprise est ultra performante et qu'il y a une concurrence pour avoir les meilleurs dans le monde entier, ça peut s'entendre. Alors, ça peut s'entendre, et c'est ce qu'entendent les conseils d'administration qui fixent ces rémunérations. La seule chose, c'est que quel est votre référentiel? Votre référentiel est celui de ce que sont vos pairs, vos concurrents à l'échelon mondial, ou est-ce que vous devez avoir en tête une forme d'équilibre par rapport au pays dans lequel vous vivez?
c'est l'exemple typique, on l'a connu avec Carlos Tavares. Carlos Tavares disait que lui, il devait avoir une rémunération d'un patron mondial, et c'est vrai que ceux des États-Unis étaient payés presque jusqu'aux 36 millions d'euros qui ont fait qui a été la dernière rémunération de Tavares. Bien au-delà du reste du CAC 40. Hein. Bien au-delà. Oui, le moyenne du CAC 40, 7 millions d'euros. Oui. Hein, bon. Mais le sujet, c'est même pas 7 ou 36, c'est que on est en millions d'euros, l'opinion ne comprend pas. Par contre, par rapport à ce que vous dites, le point important, et qui n'est à mon sens pas assez pris en compte par les conseils d'administration, c'est ce qu'on appelle maintenant le ratio d'équité. Vous savez, le ratio entre le salaire moyen dans l'entreprise et le salaire du patron. Et dans le cas de Tavares, il était de 500, mais on a des tas d'exemples dans le CAC 40 où il est simplement de 40 ou 50. Bon, 40 ou 50, vous avez le jeu des impôts, vous arrivez au ratio de 1 à 20 maximum, qui était celui que demandait effectivement Henry Ford au début du siècle dernier. Ouais. Donc, je pense moi que ce ratio d'équité est absolument fondamental, et les Français devraient l'avoir davantage en compte pour tel ou tel patron. Donc, à vous écouter, les grands patrons français sont trop payés, à l'aune de ce critère-là. Non, je pense que quand vous regardez globalement la situation, l'exemple de la banque est très symptomatique. Vous avez Jean-Laurent Bonnafé, il a effectivement un salaire de BNP Paribas, un salaire entre, c'était 4-7 millions en 2024. L'année précédente, je prends celle-là parce que j'ai fait des comparaisons avec d'autres banquiers étrangers, il était 2 fois moins payé que le patron de la Deutsche Bank et 3 fois moins payé que la patronne de Santander en Espagne. Donc en fait, globalement, en termes de comparaison, non, la France se situe à peu près bien. Les patrons au nord de l'Europe sont un peu moins payés. Mais le sujet, c'est qu'il ne faut pas oublier où vous vivez, d'où vous vivez. Et ce qui s'est passé quand je parle de mercenaires, c'est qu'en fait, bien entendu, on vit maintenant avec un capitalisme anglo-saxon, et que la chaîne qui vous retient à la France, comme le dit Nicolas Dufourcq, le patron de BPI France, cette chaîne-là, elle devient de plus en plus longue et de plus en plus souple. Et c'est ça qui est une des raisons du désamour qu'il y a entre les grands patrons et l'opinion française. Ils s'en fichent, au fond, les grands patrons, de savoir s'ils sont aimés ou pas par les Français? Je pense que ce n'est pas leur sujet. Le sujet, c'est de savoir si effectivement tout ça est accepté dans l'entreprise. Et c'est vrai que si on prend l'exemple de Tavares, pendant longtemps, l'année de ces 36 millions, il avait offert à tout le monde chez Stellantis, dire à peu près, de mémoire, je vous dis, à peu près 10 000 euros de prime. Donc pour le salarié de Stellantis, forcément, ce n'est pas un si mauvais patron, puisque je retrouvais avec 10 000 euros de plus dans mon portefeuille. Mais globalement, alors qu'on le voit bien en ce moment, on voudrait les écouter davantage. Nous, on a fait donc dans Challenge cette semaine quelque chose autour de cette cover sur « Et si c'était lui ?» parce que Michel-Édouard Leclerc, alors il n'est pas CAC 40 lui, mais enfin c'est le seul des patrons vocaux qui fait mieux d'ailleurs que certains grands candidats aux élections. Dans un sondage qu'on a fait, Michel-Édouard Leclerc est crédité de davantage de légitimité qu'une Marine Le Pen ou qu'un Mélenchon. La crédibilité, c'est une chose, les intentions de vote, c'est autre chose. Mais enfin, nous, ça nous a surpris. Bon, voilà. Et le problème de cette volonté qu'ont certains de dire mais il faudrait que la France soit gérée comme une entreprise, ça colle pas. Et une des raisons pour lesquelles ça colle pas, c'est pas simplement parce que une démocratie n'est pas une entreprise, et dire on sait bien que c'est là encore les actionnaires qui dirigent, mais c'est aussi qu'il y a ce hiatus de la confiance qu'on a ou non dans les patrons et son opinion favorable. Donc moi je dis dans l'éditorial de ce numéro-là, je dis très bien, bon c'est intéressant, ils ont des idées, c'est bien qu'ils participent davantage au débat maintenant, mais ils n'ont pas la légitimité des territoires qui pourrait les propulser dans des fonctions. On l'a vu d'ailleurs hier, Bernard Arnault, qui dit devant les sénateurs, il est très mauvais pour l'État de se mêler de la gestion des entreprises privées.
Est-ce qu'il a raison de dire ça? Il a tout à fait raison. Même quelqu'un qui a des avis bien tranchés, comme... C'était en réponse au président de la République qui demandait aux boîtes françaises d'être patriotes. Je pensais que c'était... Oui. Non, et c'est certain qu'il n'est pas le seul. De ne pas investir aux États-Unis, c'était peut-être ça aussi. Il a 25% de ses affaires aux États-Unis, comme Sanofi. Bon, Patrick Pouyanné, lui, a plus d'actionnaires américains que d'actionnaires européens. Mais un Pouyanné qui pourtant parle beaucoup, lui dit c'est pas notre métier. Mais par contre, il s'engage, et il s'engage parfois, il a des retours de bâton, notamment venant de ses positions, de cette volonté de conserver effectivement du pétrole, mais on oublie de dire, les écolos, ils oublient de dire que c'est bien Total Energy qui est le pétrolier qui, à la fois, a le plus fait la conversion vers l'énergie durable, et en même temps qui est le pétrolier le plus rentable. Donc il a réussi, mais ce n'est pas parce qu'il a réussi vis-à-vis de ses actionnaires, vis-à-vis aussi de la société qui accepte qu'il faut toujours du pétrole, que les écologistes vont rendre les armes. Donc chacun doit avoir son rôle. La question, c'est que simplement, il faut que les patrons soient davantage dans le débat, il faut qu'aussi... Ils le sont. Quand Florent Menegaux, le patron de Michelin, dit aux sénateurs de la commission d'enquête sur les difficultés de l'industrie auto, c'était il y a quelques semaines, nous sommes 2 fois plus chers en termes de coûts en Europe qu'en Asie. C'est un cri d'alarme qu'il faut entendre. En plus, c'est un patron qui a plutôt une bonne image, c'est un patron social, et social. Et c'est dans le livre, j'évoque aussi la dualité d'un Florent Menegaux qui dit ça, et qui dit en même temps, quand je fais mes présentations à Londres ou à Wall Street, on me dit mais pourquoi est-ce que vous attachez tant d'importance aux augmentations de salaire? La question, c'est qu'il faut être capable de vivre cette contradiction et de l'exprimer. Florent Menegaux lui le fait, mais la faute vient aussi aux politiques. Je vous rappelle que quand il a annoncé la fermeture d'usines en France, tout de suite, c'était Michel Barnier qui était Premier ministre à ce moment-là, lui est tombé dessus en disant on va lui demander des comptes sur les aides dont il a profité, et a totalement zappé un point fondamental, c'est que lors de la précédente restructuration qui s'était faite à La Roche-sur-Yon, Florent Menegaux avait été exemplaire en termes de reconversion et de revitalisation du territoire. Et donc lui, il arrive en fait à dire ce qu'il dit aux élus, et puis à montrer sur le terrain que effectivement, quand Michelin prend des décisions conformes à celles que demandent les actionnaires, il le fait en respect des territoires. On sent quand même que depuis un an, il y a une prise de position, enfin des prises de parole, des dirigeants qui se multiplient. On a dit le patron de LVMH plusieurs fois, Michelin, Safran aussi, ça a été le cas, patron de Safran, patron d'Hermès, l'ancien patron d'EDF, qui parlait de l'enfer d'investir en France. Il fallait quand même oser. Ils étaient discrets, ils sont en train de changer, les patrons qui n'hésitent plus à dire ce qu'ils pensent, notamment sur les dérives françaises en matière de réglementation, d'impôts, d'étatisme, de bureaucratie. Alors c'est vrai que d'une certaine façon, ils ont été désinhibés. Patron d'Arkema aussi récemment. Ce qui s'est passé aux États-Unis, et notamment la première sortie de Bernard Arnault sur, disons, la douche froide quand il est revenu de l'inauguration de Trump. Ouais. Mais oui, ils parlent davantage, mais ils font gaffe aussi, parce que ils se sont rendus compte que la référence aux États-Unis à Elon Musk, elle est devenue totalement contre-productive. Donc c'est certain que quand vous avez des patrons qui disent ce n'est pas le même métier, à l'inverse d'un Michel-Édouard Leclerc, je pense que c'est parce qu'ils ont bien vu aussi que cette manière dont Elon Musk a totalement échoué et a tué même l'image, en tout cas en Europe, de Tesla, ils sont attentifs à ça. Donc ils voient bien des limites là-dessus. Mais tout ce que vous évoquez, toutes ces prises de position, elles sont récentes et elles sont grâce notamment à la manière dont les deux assemblées convoquent maintenant des patrons sans difficulté. Est-ce qu'il est souhaitable pour le débat public que la parole des grands patrons français se multiplie pour nourrir les débats dans le cadre des élections à venir, 2026-2027 ? Moi, je pense que c'est fondamental et qu'il ne se
contente pas d'un discours rationnel comme celui qui a été celui de Florent Manégo, où c'était très bien de venir avec ses chiffres, etc. C'est Laurence Parisot, vous savez, qui a été une ancienne patronne du MEDEF et qui sent bien l'opinion pour avoir été longtemps propriétaire de l'IFOP. Il dit le sujet, c'est qu'on n'arrive pas à les sentir, à sentir leurs émotions. Et c'est ça, moi, que je trouve important. C'est que certes, il faut arriver avec des arguments, mais il faut arriver également en étant de belles personnes. Ne pas avoir peur de se livrer, parfois de se mettre en colère, mais aussi de montrer ce qui les fait vibrer. Après, il y a une part de risque dans ça. En tout cas, ils veulent... Ils ont à gagner. Quelqu'un, ils ont peut-être plus à y perdre qu'à y gagner. Quand on fait entre 5 et 10% de son business en France, quand on est multinationale française. Non, mais on ne leur demande pas non plus pour qui ils votent. Hein. C'est ça, moi, je comprends qu'ils ne donnent pas de consigne de vote, encore que Bernard Arnault l'avait fait concernant Emmanuel Macron. Mais je crois que, si vous voulez, on ne peut pas faire que le débat sur l'économie et les entreprises soit monopolisé par le MEDEF d'un côté et le ministre de l'économie de l'autre. Et donc, plus il y aura des paroles libres et des paroles très différentes. Hein. Vous voyez dans les patrons qui possèdent par exemple des journaux, vous avez un Xavier Niel qui lui est assez proche, pas simplement familialement d'un Bernard Arnault, mais qui est très content que Le Monde exprime il a une bonne image, lui. Il a une bonne image. Il y a des patrons qui ont des bonnes images en dehors de Michel-Édouard Leclerc, qui fait la couve de Challenge cette semaine. Hein. Et donc, oui, il y a Xavier Niel, il y a effectivement... pas beaucoup. Hein. Non, il y en a pas énormément, mais ils ne sont pas très connus. Quand vous faites un baromètre du JDD sur les personnalités les plus populaires, merci. On met juste peut-être Michel-Édouard Leclerc là-dessus. Mais ce n'est pas ce genre de popularité, moi, dont je parle. Je dis simplement qu'ils doivent être dans le débat, et dans le débat avec des arguments rationnels type Florent Manégo, mais aussi qu'ils soient capables de dire, comme l'a dit d'ailleurs dans mon livre Patrick Pouyanné, il dit à la fois oui, j'ai besoin de me faire coter aux États-Unis, mais quand j'ai un problème avec une raffinerie dans l'estuaire de la Seine, je ne peux pas virer 700 personnes comme le fait le patron des Sceaux, qui l'a fait sans coup férir, etc. Ouais. Je suis responsable de cette population-là, ça fait partie de moi. Et je crois que c'est ça qui fait que, comme le disait le fameux rapport entre Jean-Dominique Sénard et Nicole Notat, l'entreprise, elle est un sujet d'intérêt collectif. Ouais. Sachant qu'en privé, vous les connaissez bien, vous les côtoyez, moi je les croise en dehors du studio, nos dirigeants français du CAC 40 ne mâchent pas vraiment leurs mots sur l'inefficacité européenne, l'immobilisme français face à des bulldozers que sont la Chine et les États-Unis. C'est comme une réalité, ça. Hein. Oui, c'est une réalité, mais enfin, ils s'en sont plutôt très bien sortis. Hein. Ce que j'évoquais tout à l'heure sur les raisons pour lesquelles ils ont été poussés à délocaliser davantage, hein, c'est une des raisons aussi du désamour. Hein, c'est qu'effectivement... Ils ont trop délocalisé ? Certainement. Et pourquoi ils ont... C'est pour ça qu'ils ont une mauvaise image. Alors, oui, c'est une des raisons de la mauvaise image. Encore une fois, ils ont délocalisé proportionnellement 2 fois plus que les Allemands, 2 fois et demi plus que les Italiens. Proportionnellement. Les boîtes du CAC 40, c'est dans les grandes entreprises françaises, c'est dans le bouquin de Nicolas Dufourc sur les raisons de la désindustrialisation en France. Mais pourquoi l'ont-ils fait ? Il y a eu un effet de mode qui a été catastrophique, et c'était plutôt entre les années 2005 et 2012, etc. Parce qu'ils ont vu quoi en France ? Ils ont vu les 35 heures, ils ont vu la réglementation, etc. Et ils se sont dit, la France n'est pas défendable. Et si la France n'est pas défendable, eh bien, je suis poussé à aller à l'étranger. Et il y a une espèce de course à l'échalote à celui qui aura le plus d'usines à l'étranger. Toujours dans le livre, vous avez un ancien patron de PSA, Christian Streff, qui dit « Mais parfois, on me proposait des plans de délocalisation qui n'avaient aucun sens économique. » Donc, oui, ils ont trop délocalisé, mais maintenant, je parle de 2012 parce que 2012 a été un vrai tournant. C'est le moment où François Hollande a demandé à Louis Gallois de faire effectivement son rapport. Et pour la première fois,
le mot compétitivité n'a pas été un mot obscène. Et à partir de là, effectivement, les patrons se sont un petit peu calmés. Ils ont été entendus à la fois par François Hollande de manière paradoxale sur ce sujet des charges salariales en France. Ils ont été entendus après sur les questions le rapport Khomri et des relations sociales. Ils ont été entendus enfin par Emmanuel Macron sur les questions des indemnités en cas de licenciement. Et, point important, on en parlait tout à l'heure, sur la question des actions gratuites qui ont été quelque chose, un vrai bonheur pour leur fiche de paye. Vincent Beaufils, si je résume, donc cette mauvaise image qu'ont les grands patrons, qu'ont pas les entreprises, puisque 62% des Français accordent leur confiance aux entreprises, c'est 26%, il faut le rappeler, aux hommes et aux femmes politiques. Cette mauvaise image, donc elle vient de l'excès de délocalisation, de salaires qui paraissent déconnectés de la réalité. Et d'une absence d'empathie. Oui, c'est un bon mot, vous avez raison, de présence dans le débat, mais avec des arguments qui ne sont pas seulement des arguments rationnels. Donc à la question, parce qu'ici pose une question, il faut répondre, les patrons sont-ils des monstres ? Bien sûr que ce sont des monstres, mais ce sont des monstres d'efficacité, mais aussi des monstres qui, de temps en temps, comme les monstres, perdent la tête quand il s'agit d'être... Ils ne sont pas assez accrochés à leur territoire. Et sans déconnecter la réalité, les grands patrons ? Pas tous. Mais un des sujets, là encore, parole de Florent Menegaux, il dit la plus grande difficulté des patrons, c'est de faire en sorte qu'on lui parle directement. C'est-à-dire qu'il faut absolument se séparer des réflexes d'entourage qui les protègent. Des phénomènes de cours. Hein. Des phénomènes de cours. C'est Alain Dinin qui dit à un moment donné, le patron de Nexity, qui dit je me suis rendu compte que depuis un an, personne ne m'avait critiqué et donc je me suis auto-licencié parce qu'il trouvait que c'était pas normal, qu'il était victime du syndrome du roi, quoi. Donc, les grands patrons, grandes patronnes qui cochent toutes les bonnes cases, on met qui dedans ? C'est-à-dire, il ne coche pas toutes les bonnes cases. Moi, je pense qu'effectivement, quelqu'un comme Florent Menegaux, il a le patron de Michelin, et je trouve que du côté de Patrick Pouyanné, les efforts qu'il fait, même si côté autocrate, on peut difficilement faire mieux, mais la manière dont il essaye d'intégrer cette nécessité de transformer son entreprise, le passage de Total à Total Énergie, c'est pas bidon, hein, c'est vraiment une réalité. Et donc je trouve que il a des aspects remarquables, mais bon, il est difficile à vivre. Hein, et lui, il faut qu'il fasse attention à justement ce syndrome. C'est un autre patron qui dit quand Pouyanné arrive dans une assemblée, il prend toute la place, mais presque naturellement. Bon, il y en a bien entendu des tas d'autres, mais je pense que, si vous voulez, un Arthur Sadoun qui a été le dernier patron qui a été le dernier patron dans le classement de challenge qu'on fait, pas simplement sur des critères financiers, mais sur des critères extra-financiers qui sont environnement, critères d'équité, critères de parité. Je trouve que lui, il a, dans la foulée de Maurice Lévy, son prédécesseur, il coche vraiment pas mal de cases. Et en plus, ça se voit dans le classement de challenge. Hein. Allez, il faut lire « Les patrons sont-ils des monstres ?» C'est signé Vincent Beaufils aux éditions de l'Observatoire. Vincent Beaufils, invité de la grande interview en direct et en replay sur Boursorama. Merci. Merci.